merci René. Donc, surtout, on va essayer de garder le temps. Donc, on va essayer de s'arrêter à 20, enfin, à peu près. Il est 16h05 et quelques, donc on va jusque 16h20 et quelques. D'accord? Tu nous Oui, rappelles à l'ordre s'il le fallait. Et puis, comme tu le dis, eh bien, oui. Ça on, serait 16h25, 16h25. 16h, D'accord. Donc, c'est important. 16h20, oui, oui, oui. Non, pardon, 16h, vous 25, êtes oui, c'est 16h, ça. moi je suis 11h. Donc, ça nous Oui, fait jusqu'à 25 à peu jusque près. 25, hein, pour Oui, l'heure. Ça, je parlais de l'heure. Enfin, de France, évidemment. Voilà, donc jusque 25. OK, donc on va essayer d'ajuster parce qu'on a beaucoup de choses à dire, évidemment, et donc il faut absolument qu'on s'adapte. Bien, donc merci, merci de nous avoir invités, moi et Angélina, donc, qui est docteur d'ailleurs depuis peu, qui était doctorante jusqu'au début janvier, puis voilà, donc tout s'est bien passé pour elle, et donc elle est maintenant docteur reconnue. Alors, donc merci de nous avoir invités. Et effectivement, le programme du séminaire nous intéresse beaucoup parce qu'il nous amène finalement à explorer les deepfakes comme par rapport à ce qu'il pourrait, dans sa relation à des régimes d'authenticité qui prennent place, hein, je cite les propos du programme, dans une ère dite de la post-vérité. Ça nous permet d'examiner les transformations des systèmes de vérité, d'autorité et de légitimité à l'œuvre dans les dynamiques de médiation contemporaine. Donc, c'est vrai que cette façon de poser le cadre nous semble tout à fait convenir à un examen des deepfakes qui contribue, on le sait, à brouiller le vrai dans un écosystème informationnel qui a été profondément transformé, hein, qui est caractérisé par son désordre. Hein, si on reprend la notion d'information disorder de la chercheuse britannique Claire Wardle. Et donc, les deepfakes nous intéresseront ici dans la mesure où ils perturbent le régime d'authenticité de l'image, sa référentialité. Je laisse la parole à Angélina qui va poursuivre, je la reprendrai après. Alors, on va vous proposer peut-être de commencer par visionner un deepfake publié sur YouTube le 23 mars, donc, il y a 3 jours, et impliquant le président Macron. Mes chers compatriotes, mes chers amis, On ne voit pas la vidéo. Ce grand espace, mes chers compatriotes, mes chers amis. il faudrait que vous partagiez votre écran peut-être. Partagez l'écran. Pardon, je n'ai pas partagé l'écran. Oui, excusez-moi. On recommence. Ouais, je suis allé tout de suite sur le. Pardon. Hop. Voilà, on y va. C'est ici. Okay. Alors, vous voyez. Très bien, super. D'accord. Voilà. Mes chers compatriotes, mes chers amis, si je tenais à m'adresser à vous depuis ce grand espace, avec plein d'arbres partout, qu'on appelle, je crois, une forêt, c'est pour partager un secret que je garde en moi depuis trop longtemps. Je suis écologiste. Vous devez sans doute penser que je vous raconte des carabistouilles, car depuis mon arrivée au pouvoir, on ne peut pas dire que je me sois battu farouchement contre le réchauffement climatique. Certainement par peur de froisser ceux qui m'ont permis d'arriver au pouvoir et qui m'aideront à y rester en 2022. Alors, comme mon absence d'ambition écologique commençait à se voir, j'ai accepté de créer la Convention citoyenne pour le climat, afin de calmer tout le monde. Au début, ça m'a bien fait marrer, ce truc-là. Mais lorsque la Convention citoyenne m'a rendu 149 propositions chiffrées, applicables, soutenues par une majorité de Français, là, j'ai commencé à flipper, car elles allaient totalement à l'encontre des intérêts de mes amis les lobbies. Alors, pour les protéger et me protéger, j'ai décidé de vider de leur substance. Mes chers compatriotes. Alors, comme vous l'aurez compris certainement, les deepfakes sont des manipulations numériques de contenu audio et vidéo, hautement réalistes et difficiles à détecter. Ou encore, on le conçoit comme une technique utilisée pour manipuler des vidéos grâce à des codes informatiques. Ce deepfake que vous avez vu avec Macron a été créé et publié par le collectif citoyen On est prêt. Ce n'est pas non plus perfectionné sur le plan technique, mais il contient des éléments intéressants. La voix, l'apparence du président Macron, mais aussi ses gestes, son attitude, ses tics de langage, sa façon de se tenir, son ethos en quelque sorte, sont simulés dans cette vidéo.
Et les créateurs, qui sont aussi des militants écologistes, font tenir à Macron un discours jugé honnête, sans langue de bois, sans faux semblants, sur les réelles intentions de sa politique écologique. Évidemment, des paroles qu'il ne tiendrait jamais en public. L'amusement qui peut être provoqué par ce deepfake tient dans ce décalage entre, d'une part, les aspects audiovisuels faux, sans vraisemblance, et d'autre part, le discours tenu pour vrai, sans faux semblant, même s'il n'a jamais été prononcé publiquement par le président Macron. Donc pour le coup, dans ce deepfake, le faux dit le vrai, un vrai qu'on attendrait d'un chef d'État dans l'esprit des auteurs. Notons aussi que la vidéo ne cherche pas à masquer son statut de deepfake. Vous avez remarqué peut-être un bandeau en bas de l'image à droite qui indique qu'il est réalisé avec trucage. Et dans les dernières images que nous n'avons pas diffusées, le terme deepfake est écrit. Il n'y a donc pas de volonté de tromper le spectateur. Donc, à l'origine, le terme deepfake, ça vient de la contraction entre deep learning, qui est la technologie qui a impulsé les méthodes de manipulation de l'image au moyen de l'intelligence artificielle, et de fake, le faux. Le terme désigne ce qu'on nomme aussi, en français cette fois, hyper-trucage. Et ça semble apparaître comme un phénomène nouveau. Pourtant, il s'inscrit dans une généalogie qu'on s'efforcera de vous restituer. D'ailleurs, le deepfake peut être décrit comme un nouvel outil pour un vieux problème de désinformation, selon James Andrew Davis du Center for Strategic and International Studies à Washington. Alors, les premières applications grand public permettant de fabriquer ce type de vidéos truquées se diffusent à partir de 2015. Le terme deepfake en lui-même apparaît pour la première fois au cours de l'année 2017 et c'est au départ le fait d'un utilisateur de la plateforme américaine Reddit qui qualifie de deepfake des vidéos pornographiques manipulées impliquant, dans lesquelles il a inséré le visage de célébrités comme la chanteuse Taylor Swift. Prenons quelques exemples connus un par un. Alors, le plus connu peut-être, c'est cette vidéo du président Obama. Et pourquoi c'est le plus connu? Bien simplement parce que les médias ont commencé à en parler à l'occasion de sa création, il a été largement diffusé en avril 2018. Et dans cette vidéo, le comédien et réalisateur américain Jordan Peele, associé au site d'information BuzzFeed News, réalise un faux discours du président Obama. Donc, c'est à partir de peu de temps après que le phénomène explose et qu'on voit même les vidéos se multiplier. Donc, dans cette vidéo, avec le président Obama, il n'y a pas non plus d'objectif de tromper, et on y voit en partie les coulisses de la fabrication du trucage, et notamment le doublage de la voix par le comédien. Il vise au contraire à alerter le public sur le potentiel danger des deepfakes, à sensibiliser aux enjeux politiques et informationnels des manipulations vidéo. Sa vocation est proprement pédagogique. D'ailleurs, ce que montre son insertion dans le site web BuzzFeed. Alors, on voit notamment que ce type de vidéo a fait qu'on a commencé à parler de infocalypse. En tout cas, ça a été annoncé comme tel. Et ça a été même peut-être un phénomène qui sera encouragé par des facteurs d'accélération de la menace que sont les plateformes de partage de vidéos, de messagerie, dans un contexte de polarisation. On se rend compte que ces vidéos peuvent être diffusées partout, évidemment sur les plateformes de partage de vidéos et sur les réseaux sociaux comme YouTube, TikTok, mais aussi sur les plateformes de messagerie où ils peuvent devenir virales, comme WhatsApp et Messenger. Alors, pareil, je laisse la parole à Philippe pour commenter Alors, cet aspect. si on devait mener
dans un cadre plus large une étude des deepfakes comme phénomène de désinformation, on voit quand même qu'il y a un certain nombre de questions qui sont à poser, hein, parce que bon, généralement, ils ont été appréhendés comme ça. Les deepfakes participent finalement à ce phénomène général de désinformation et on franchit un palier supplémentaire, ce qui a suscité un grand émoi, notamment dans les médias. Bon, nous pensons que certes, on peut avoir cette approche, mais il convient quand même de se poser un certain nombre de questions sur la spécificité des deepfakes comme type d'image d'abord. Est-ce qu'on peut, par exemple, dire qu'on a affaire à gauche, ce qui donc serait qualifié de deepfake, à la même chose que à droite? Ce que vous voyez à droite, c'est une photo qui a été qualifiée de fake news par certains membres du public, alors qu'il s'agissait donc, semble-t-il, d'une erreur, entre guillemets, de France Télé lorsque cette image a été diffusée au JT de France 2 le 15 décembre 2018. Enfin, il y a eu toute une polémique sur le fait qu'on avait sur cette pancarte dégage, le mot dégage, qu'on ne voit plus à l'image telle qu'elle a été diffusée, hein. Et donc ensuite, il y a eu des excuses de la rédaction du JT pour ce qui a été qualifié d'une erreur. Donc, est-ce que les deepfakes rentrent dans la même catégorie de phénomènes? Je pense que ça mériterait un examen plus approfondi en essayant de répondre, donc, essayant de déterminer le type d'image, en essayant de déterminer aussi le type de contexte dans lequel les deepfakes se répandent, par exemple l'environnement discursif qui les accompagne. On voit que bien souvent, jusqu'à présent, dans pas mal de deepfakes que nous avons pu voir, un certain nombre sont diffusés avec comme intention soit de contribuer à l'éducation aux médias, soit de contribuer, de montrer qu'il y a une performance technique qui peut tromper les publics, donc avec un message d'alerte en quelque sorte. Donc être soucieux du contexte de discursif qui les accompagne, du contexte médiatique. Là, ils s'insèrent généralement on les voit par exemple sur un site web, donc avec un discours d'accompagnement. Voilà. Ensuite, autre question, quant au mode de production, aux intentions qui les gouvernent, au mode de diffusion via les réseaux sociaux notamment, et enfin au mode de réception, c'est-à-dire qu'on voit que dans les alertes qui ont été faites au moment où c'était quelque chose qui occupait les esprits il y a quelques années, donc, eh bien, on supposait que les publics étaient forcément victimes, ou pourraient être en tout cas victimes des deepfakes, comme si les publics étaient en quelque sorte, il y avait une naïveté première des publics. Alors, ce qui est peut-être pas tout à fait faux, mais ce qui n'est pas tout à fait vrai. Enfin, voilà, donc je pense que c'est un ensemble de questions que je résume, il y en a d'autres encore qu'il faudrait se poser. Donc, d'autres exemples amènent encore de nouvelles questions, des exemples plus récents, notamment donc, ce deepfake dans les médias, qui est apparu dans les médias, donc, impliquant Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook. Donc, ça date de juin 2019. Et en fait, cette vidéo, elle fait partie d'un ensemble plus vaste d'œuvres vidéo, dont plusieurs extraits ont été publiés sur Instagram. Elles explorent le rôle et le pouvoir de l'industrie de l'influence numérique dans son ensemble, selon leur auteur, qui est un l'artiste Bill Posters. D'ailleurs, notons au passage que Mark Zuckerberg, qui a eu connaissance de cette vidéo et qui est même visé par celle-ci, refuse de les bannir de ses réseaux sociaux, Instagram et Facebook notamment. Autre exemple, cette vidéo de Tom Cruise, qui est apparue aussi récemment, en février 2021. Donc, cette fois, elle a été créée par un expert belge et deepfake qui s'appelle Chris Humet, sur le compte Deep Tom Cruise. Et donc, l'auteur de cette vidéo dit « Les gens doivent comprendre que c'est le travail de professionnel. J'ai formé ce mannequin pendant 2 mois, puis j'ai eu besoin de 2 jours complets par film, et puis encore 24 heures de post-production. Quiconque ne peut pas faire comme ça, comme certains le pensent, a-t-il déclaré dans la presse belge. Et cette vidéo a à la fois impressionné, peut-être même effrayé les internautes. Ce qu'on peut dire de toutes ces vidéos, c'est que ce sont majoritairement des objectifs éducatifs, comme ça a été le cas dans celle d'Obama, où il s'agit d'alerter sur la menace des deepfakes. Ça peut être humoristique ou satirique, comme avec la vidéo de Macron,
Dans ces deux formes d'utilisation, éducatif et humoristique, les auteurs indiquent clairement que le contenu est fictif. Mais on retrouve d'autres objectifs ou domaines d'utilisation. Notons qu'une grande majorité de vidéos qui sont faites en pornographie ou secondairement, ou un peu moins fréquent, mais des performances techniques et artistiques, comme c'est le cas dans cette création de Chris Lee. Alors, mais justement, les deepfakes ont été surtout abordés en recherche du point de vue de leurs techniques et des technologies qu'elles impliquaient. On voit ici dans ce spectre, donc, qui est extrait de l'étude publiée par l'organisation de recherche Data in Society. Ce spectre classe les manipulations selon leur sophistication technique, allant, voyez à gauche, des deepfakes, donc avec un haut degré de technicité, jusqu'à tout à droite, les cheapfakes, qu'on appelle aussi parfois les shallow fakes, d'un degré moindre. Alors, voyons les manipulations avec donc les deepfakes à proprement parler, qui utilisent le deep learning. Donc, ces vidéos, elles utilisent des techniques hautement sophistiquées, et notamment l'intelligence artificielle, en particulier les méthodes de deep learning. Vous voyez sur cette image quelques illustrations. Hein. La technique peut-être la plus connue, c'est le face swapping, qui consiste à échanger une ou partie d'un visage sur une vidéo. Donc les cheapfakes, quant à eux, à l'opposé du spectre, ils utilisent des techniques traditionnelles comme une phrase coupée au bon moment ou un ralentissement vidéo. Un exemple de ce cheapfake, c'est la vidéo de Nancy Pelosi. Dans cette vidéo, donc on voit la présidente démocrate de la Chambre des représentants qui donc déclare un discours et ce discours a été ralenti à 75%, ça date de mai 2018. Ici, la solution adoptée est moins coûteuse. Il s'agit simplement de ralentir le son d'une vidéo pour donner l'impression que la personne est ivre. Et la supercherie a été révélée par le Washington Post. Donc, vous voyez ici à l'écran, cette vidéo a été largement diffusée, comme l'indique la chaîne américaine CBS. Et en dessous, les images que cette vidéo a suscitées. Donc, elle avait été postée initialement dans un groupe Facebook suivi par 35 000 personnes et identifiée comme relevant de l'extrême droite pro-Trump. C'est là qu'on voit que des techniques de manipulation très simples, de cheapfake, sans forcément utiliser l'intelligence artificielle, eh bien, rendent avec ces techniques possible de créer des contenus manipulés hautement crédibles et avec une diffusion rapide et massive. Alors, que penser des deepfakes? Alors, je crois qu'en tant que chercheur en sciences humaines et sociales et en sciences de l'information et de la communication, on les a croisés avec différentes filières médiatiques, si vous voulez, qui en permettent de mieux en comprendre le fonctionnement. Donc, on peut déjà dire que les deepfakes appartiennent à la série culturelle des images documentaires, non pas au sens du genre documentaire, du genre filmique documentaire, mais au sens où elles renvoient à des empreintes directes de la réalité. Et donc, si on cite les propos d'André Bazin, qui sont connus, la pellicule enregistre d'une façon automatique ce qui se trouve devant l'objectif, et cela ne change pas foncièrement avec l'image numérique, du moins semble-t-il. Et donc, avec la puissance analogique de l'épreuve photographique puis du film, l'image n'apparaît plus comme une transcription symbolique, figurative ou géométrique de la réalité, mais comme un prélèvement, une preuve de l'existant tel quel, comme sa trace même, son empreinte objective, écrit François Ninet. Et ce principe est au cœur du factuel filmique, tel qu'on le retrouve aussi dans les deepfakes. Alors, donc, ces images affichent un lien indiciel avec le monde réel qui est très fort. Et elles s'appuient sur un postulat qui est celui que vous voyez à l'écran, qui est au cœur de leur régime d'authenticité référentielle, si on reprend l'expression d'André Gaudreau et de Philippe Marion. Mais cette équation est fortement mise à mal plus récemment par l'irruption des images numériques dont le référent peut devenir problématique quand il est un pur produit du calcul, comme c'est le cas des deepfakes. Et donc, au fond, comment fonctionnent les deepfakes et pourquoi créent-elles autour d'elles un tel émoi? C'est qu'elles jouent avec, semble-t-il, première hypothèse, c'est qu'elles jouent avec notre conditionnement aux images télévisuelles. À savoir que le média télévisuel court après l'actualité. Il s'agit de s'approprier l'événement, voire de le produire sous la forme de traces enregistrées le plus vite possible. Il faut saisir sur le vif ce qui se passe.
Et donc, certains deepfakes surgissent dans ce registre temporel accéléré. D'autre part, ces images d'actualité sont aussi porteuses de violence, voire d'émotion, et elle frappe les esprits. On le sait on sait que l'image de presse a évolué vers cette appropriation de l'image au cœur de son dispositif. Si on cite par exemple l'emploi de l'image dans le magazine Life à partir de 1936. Donc, on en arrive à une problématique du choc des photos. Et n'y aurait-il pas non plus un choc des deepfakes, évidemment, comme type d'image, Et donc, les deepfakes sont aussi devenus des appâts par le nombre de vues et de clics qu'ils suscitent. Et si on les replace dans cette l'histoire longue de l'image d'actualité, eh bien, sachant que l'information est devenue un spectacle et qu'elle influence en tant que telle le débat public, eh bien, la vidéo de Nancy Pelosi, qu'on a évoquée tout à l'heure, se laisse regarder dans ce contexte de personnalisation de la vie politique. L'image spectacle devient image événement, et donc ce deepfake est devenu un deepfake événement en quelque sorte. Et au fond, donc, ce deepfake se comprend donc comme produit de cette évolution. Et d'ailleurs, ce qui est assez troublant, c'est que l'image d'actualité que représentent certains deepfakes, pas tous, mais un certain nombre en tout cas, ces images d'actualité s'inscrivent dans un élan scientiste et positiviste qui vise à fournir au public la représentation la plus exacte de la réalité, afin de la capturer grâce à la performance croissante des technologies utilisées. On va du noir et blanc, avec l'ajout du son, la couleur, le direct, etc. Or, ces mêmes progrès techniques qui permettent de capturer la réalité sont aussi ceux qui vont permettre de trafiquer ces représentations de la réalité, comme dans les deepfakes. Et donc, au fond, le fonctionnement des deepfakes repose sur cette propagande objectiviste dont la télévision a fait recette avant le surgissement des deepfakes. Et nous pensons que les deepfakes ne peuvent pas fonctionner sans cet arrière-plan idéologique, où finalement, quand on songe, quand on regarde le deepfake de Tom Cruise, eh bien, on voit que les plans vus on a l'impression qu'on n'a affaire qu'à des plans qui sont relatifs à la monstration, qu'il n'y a pas de traitement de post-production par le montage, alors qu'ici, en fait, le deepfake agit de façon efficace parce qu'il y a une articulation du double plan de la monstration et du montage. C'est-à-dire que la monstration, les plans sont trafiqués dans ce deepfake de Tom Cruise, et en même temps, la narration nous trompe en faisant alterner Tom Cruise et son sosie à des moments tout à fait intéressants de montage, où on change de plan, où on passe d'un plan large à un plan rapproché, par exemple. Et donc, le deepfake doit son efficacité pragmatique, c'est-à-dire de susciter notre croyance ou de jouer dans le meilleur des cas avec elle, comme dans le cas de deepfake mettant en scène le président Macron, parce qu'il s'inscrit le plus souvent dans cette propagande objectiviste de l'actualité télévisée et de ses dérivés actuels sur les réseaux sociaux, la vidéo sur le web. Donc, sa vérité, la preuve par l'image qu'elle clame, ne vaut que par un système de coordonnées, celui de l'actualité télévisée, où donc le visible égale l'objectif, égale le réel et le vrai. Alors, ce qu'il y a de particulier avec, je vais passer ceci pour aller plus vite, ce qu'il y a de particulier avec le deepfake, c'est que c'est un objet frontalier, parce qu'à la fois, il oscille entre des images qui semblent prélevées sur le monde par une caméra, et donc on aurait affaire à des prises de vue réelles, et des artefacts iconiques qui sont des images de synthèse, des images calculées. Et donc, en tant que entrant dans la composition des deepfakes, on a des images numériques qui sont avant tout traduites dans un code informatique. Et donc, on sait que ces images ont un statut tout à fait à part. Philippe Keough a montré qu'elles sont dotées des mêmes contraintes physiques ou symboliques que les images classiques, mais elles ne correspondent plus au même modèle de représentation. Et il parle plutôt de présentation d'un monde intermédiaire qui se donne ou non pour tel. Et donc, les deepfakes, comme d'autres images cinématographiques, sont souvent un mixage entre le monde réel et non réel, un imaginaire dans beaucoup de fictions cinématographiques, mais ce n'est pas le cas ici. Donc, elles ont un statut complexe, intermédiaire, entre représentation du monde réel et présentation d'une réalité artificielle.
et qui demande de la part du spectateur, de ce fait, du spectateur averti, un méta-regard, hein, qui d'ailleurs, on le voit à l'œuvre sans doute lorsqu'on regarde la vidéo, la première vidéo par laquelle on a ouvert notre exposé, celle mettant en scène le président Macron, qui joue d'ailleurs sur l'humour, et donc humour qui consiste à faire jouer différents niveaux, hein, évidemment, de croyances. Alors, je vois qu'il est déjà 16h30, peut-être qu'il est temps de conclure. Oui, Oui, ça va bien, Philippe, parce qu'en fait, je vous avais dit 25, je me suis trompée, c'est 35. Hein, alors, vous avez ah, ok, ok, d'accord, 4 très bien, très bien, très bien, très bien. Bon, eh bien, on continue, mais on va bientôt conclure. Je laisse la parole à Angelina qui va poursuivre et résumer le propos. Alors, avec les deepfakes, donc, il est possible d'engager une réflexion, hein, comme on voit, à la fois philosophique et médiatique, sur les conditions de la reconnaissance par tous de la, entre guillemets, vérité d'une image vidéo et notamment numérique. Cette condition de la reconnaissance étant à la fois technique et puis philosophique. Hein. Les deepfakes en tant que vidéo truquée peut donc se penser en philosophie en regard de la triade conceptuelle qui a déjà été énoncée, hein, par Philippe, image, vérité, réalité. Parce qu'on attend d'une vidéo présentée comme non fictionnelle qu'elle nous dévoile une dimension du réel, selon les mots du philosophe Hans Blumenberg, dans le concept des réalités, qu'elle nous donne une trace véritable de celui-ci. Et on sait pourtant que la capacité des images à dire le vrai a été largement critiquée, en dehors des deepfakes, hein, évidemment, depuis Platon, pour qui l'image n'est qu'une pâle copie de la réalité, une source d'illusion, et jusqu'à aujourd'hui. Avec l'image numérique utilisée pour créer des deepfakes, il n'est plus du tout question de reproduire la réalité, mais bien de la simuler. Et ce qui fait qu'un philosophe peut-être plus proche de nous, qui est Jean Baudrillard, et qui publie en 1980 l'ouvrage Simulacre et simulation, permet peut-être d'amorcer une première réflexion, hein, sur ce que l'on voit et sur la portée et les enjeux de ces deepfakes. Hein. D'ailleurs, c'est signalé par le journaliste David Pargamin dans un article publié en mars dans Philosophie Magazine, hein, qui rappelle en quoi cette pensée est pertinente pour comprendre la perte de repères que sont la ressemblance, l'exactitude ou l'objectivité dans ces vidéos qui semblent justement si réalistes. Alors, comme ces vidéos sont des simulations, il n'existe pas de point de comparaison pour savoir si une image est authentique, sauf si le créateur la partage, le affirme, comme c'est le cas dans la vidéo de Jordan Peele avec le président Obama, ou avec celle du président Macron. Par contre, dans celle de Tom Cruise, il est impossible de vérifier qu'il s'agit bien de Tom Cruise ou de son double numérique. Ce n'est pas la réalité, mais un détournement de la réalité qui peut même être plus convaincante que la réalité. Ce qui fait que les deepfakes chamboulent fortement la distinction habituelle entre le vrai et le faux. La réalité passe dans une dimension que Jean Baudrillard appelle hyper-réelle. Il ne s'agit plus d'imitation, ni de redoublement, ni même de parodie, mais d'une substitution au réel, des signes du réel, écrit-il dans Simulacre et simulation. Si vous voulez, il faudrait essayer de conclure. D'accord. Donc, on va peut-être terminer par quelques idées sur la réception des deepfakes. Hein. Ce qu'on a remarqué, c'est que ça suscite des inquiétudes fortes, en tout cas des réactions fortes, des émotions fortes quand on les fait visionner, hein, à des personnes. Et on a l'intuition quand même que cela peut, parce qu'on peut avoir l'intuition que ça peut modifier la perception du vrai et du réel, hein, sur plusieurs plans, et notamment parce qu'il y a une perte de la référentialité. Donc, notamment, ça bouscule un peu et ça trouble l'identité d'un sujet qui est devenu une marionnette. Et c'est pour ça que ça impressionne. Et puis, évidemment, ça questionne la crédibilité de toute vidéo. On pourrait dire peut-être même que c'est la spécificité du deepfake, que ça suscite une émotion plus forte qu'un texte ou qu'une image fixe qui serait fausse. Ces conséquences sur le plan de la responsabilité de la personne et sur le plan juridique inquiètent particulièrement. En France, il y a eu par exemple l'affaire Dieudonné, l'humoriste de Dieudonné, qui est attaqué pour
outrage et, par rapport à une vidéo de lui. Et donc, il a prétendu, enfin, il prétend actuellement, puisque le jugement est en cours, il prétend être victime de deepfake. Hein. Et donc, on peut se demander si une image qui présente un certain degré de ressemblance, eh bien, ça pourrait être finalement, à chaque fois, ça pourrait être utilisé comme prétexte pour se disculper d'une vidéo dans le cadre d'un procès. Oui, on va conclure, s'il Voilà. vous plaît. Donc, merci. En guise de conclusion, bon, on pourra peut-être prolonger la discussion sur d'autres aspects hein, qu'on a pu identifier, donc notamment cette mobilisation qui vise à lutter contre les deepfakes. Et puis, bon, on est passé assez rapidement, on l'a juste un peu évoqué, mais évidemment, s'interroger sur la réception des deepfakes. Et donc, on voulait justement utiliser cette vidéo mettant en scène le président Macron pour y réfléchir à titre d'exemple significatif. Voilà. C'est des points qu'on peut aborder après. En tout cas, merci de votre attention.